grand peintre. Voici Vincent au Borinage, un film de Marcel Gosselin. Au sud de la Belgique, dans le Hainaut, des environs de Mons à la frontière française, et même au-delà, il y a une contrée qu'on appelle le Borinage, où vit une population de mineurs et d'ouvriers de charbonnage. Une des vérités fondamentales, non seulement de l'Évangile, mais de toute la Bible, est que la lumière brille dans les ténèbres, par les ténèbres, vers la lumière. Or, qui en a davantage besoin à l'heure actuelle? L'expérience a prouvé que ceux qui travaillent dans les ténèbres, dans les entrailles de la terre, tels les ouvriers des mines, sont touchés par la parole de l'Évangile et s'y attachent. J'aimerais aller là-bas comme évangéliste. C'est en 1878 ou 78, comme on dit ici, que Vincent van Gogh arrive au Borinage. Il vient à Petit Wam. Son séjour va être bref, mais il sera déterminant. Car s'il ne réussit pas à être l'évangéliste que l'Église souhaitait, il va mieux découvrir que sa vocation est de consacrer sa vie à la peinture. Et ainsi, s'il y a un échec du point de vue de l'Église, nous pouvons nous réjouir car l'humanité y gagnera un grand peintre. Maintenant, il a son buste, comme tout le monde, œuvre du sculpteur Zadkine, érigé au cœur de Petit Wam, borne kilométrique, la première, la dernière, tout part d'ici à jamais. Vincent van Gogh est né à Zundert, Hollande, fils de pasteur, une famille de pasteurs et de marchands d'objets d'art. Vincent ne sera ni pasteur ni marchand, rien qu'un frère. À son frère Théo, il écrira des tas de lettres d'où nous tirons les citations de ce film. Portrait photographique de Vincent van Gogh à l'âge de 13 ans. Dans cette maison, vécue en 1878-1879, le Hollandais Vincent van Gogh, alors évangéliste et qui devint dans la suite un des plus grands peintres de son temps. Cette pierre commémorative apposée sur cette maison a été inaugurée en 1925. Je me souviens de la petite cérémonie parce que j'y étais. J'étais intrigué par le drapeau qui recouvrait cette pierre. J'ai oublié les discours qui ont été prononcés à cette occasion, mais j'avais à peine 5 ans. Ainsi donc, dans cette maison avait vécu un peintre, Vincent van Gogh. Et cela intriguait le jeune garçon que j'étais. Oui, cela a impressionné le jeune garçon que j'étais parce que cette plaque, cette pierre commémorative, je pouvais la déchiffrer tous les jours en allant à l'école et en passant devant cette maison. Et je n'ai eu de cesse de savoir qui était ce Vincent. Et c'est ainsi qu'a commencé mon initiation à la peinture, car j'essayais de savoir, en feuilletant le dictionnaire Larousse, que mes parents m'autorisaient à regarder de temps en temps, j'essayais de savoir quelle avait été l'œuvre de ce Vincent van Gogh. Et ainsi, chose curieuse, c'est par ce moyen-là que j'ai commencé à être initié à la peinture. C'est par ce moyen-là que j'ai découvert ce monde extraordinaire de l'image, et c'est peut-être à cause de cela que je suis devenu moi aussi un homme de l'image.
peu de temps, j'ai fait une excursion intéressante. J'ai passé 6 heures au fond d'une mine, dans une des plus anciennes et des plus dangereuses des environs, qu'on nomme Marcasse. Elle jouit d'une très mauvaise renommée, parce que de nombreux mineurs y ont trouvé la mort, soit à la descente, soit à la remontée, soit par suite de l'air méphitique, des coups de grisou, de l'eau souterraine, ou de l'effondrement d'anciennes galeries. C'est un lieu lugubre à première vue. Tout dans ces parages semble sinistre et funèbre. La plupart des ouvriers sont maigres et pâles de fièvre. Ils ont l'air fatigués, épuisés. Ils sont tannés et vieillis avant l'âge. Het vent poussière, het vent le caillou. Nous vivons c'était véritable fléau. Tout le jour sur le même rengaine. On s'abâche, on se plie, on se traîne, avec courage sans pareil. On meurt tout dit en éveil, parce que vieille, un grisou est tout dit prête, assurant la mort quand il pète. Un labeur nous fait un peu. Het vin nous mestier, on est heureux, malgré nos vies de misère. Tout dit, on espère. En 1961, à la recherche d'une trace de Vincent au Borinage, nous avions découvert avec Jean Lotte un lieu qui nous avait fascinés, un lieu étrange, les restes d'un charbonnage abandonné, où trônait encore la statue du fondateur. Ce lieu nous avait fascinés parce qu'il était comme la proclamation d'une grandeur, mais d'une grandeur dépassée. Au milieu de ces ruines qui attestaient cette grandeur, nous avons mieux compris que Vincent avait été regardé comme fou. Avec les évangélistes, c'est comme avec les artistes. Il y a une vieille école académique, souvent exécrable, tyrannique, l'abomination de la désolation. Enfin. Des hommes ayant comme une cuirasse, une armure d'acier de préjugés et de conventions. Ceux-là, quand ils sont à la tête des affaires, disposent des places et par système de circonlocution cherchent à maintenir leurs protégés et à en exclure l'homme naturel. Et voici que revenus au Grand Ornu, nous découvrons que ces ruines ont été nettoyées, restaurées par M. Henri Guchet, et que les peintres d'aujourd'hui sont accueillis dans une galerie. Il y a un siècle, le futur peintre avait dû fuir devant les puissants. Aujourd'hui, les artistes trouvent ici une place. Question. Aujourd'hui, si Vincent revenait parmi nous, tel quel, inconnu, trouverait-il sa place dans les galeries d'art, dans l'église, à la télévision protestante? Témoignage d'un habitant de Petit Ouham, Jean-Denis, alors âgé de 14 ans. Aussitôt rangé à la classe ouvrière, notre ami tomba dans la plus grande humiliation où il ne tarda pas à se dépourvoir de tous ses vêtements. Ma tendre mère lui disait « Vincent, pourquoi vous dépouillez-vous ainsi de vos vêtements? Vous êtes d'une si noble famille de pasteurs hollandais. » Il répondait « Je suis l'ami des pauvres, comme l'était le Seigneur Jésus. » Elle répondait « Vous n'êtes plus dans des conditions normales. » Je suis tenté de dessiner des croquis sommaires de bien des choses, de tout ce que je rencontre sur mon chemin. Mais il vaut mieux pas, car cela me détournerait peut-être de mon travail, proprement dit. J'étais à peine rentré chez moi que je me suis attaqué à la rédaction d'un prêche sur le figuier stérile.
Mon petit dessin au charbonnage n'a vraiment rien d'extraordinaire. Si je l'ai fait machinalement, c'est qu'on voit ici bien des gens qui manipulent du charbon. Autour du charbonnage, de misérables cahutes de mineurs et quelques arbres morts, noircis par la fumée, des haies de ronces, des tas de saleté et de cendres, des montagnes de charbon inutilisables. J'essaierai tantôt d'en faire un croquis. Il existe déjà plusieurs petites communautés protestantes dans le Borinage. Il y a certainement aussi des écoles. J'espère qu'on m'y enverra pour travailler comme évangéliste, de la façon dont nous avons parlé, c'est-à-dire en prêchant l'évangile aux pauvres, à tous ceux qui en ont besoin, et en consacrant le reste de mon temps à l'enseignement. Dans ma douleur sans pareille, vois la misère où je suis et soulage mes ennuis. Mon Dieu, garantis ma vie, car te plaire est mon envie. Sauve, ô Dieu, ton serviteur qui s'assure en ta faveur. Oui, je bénirai Dieu tout le temps de ma vie. J'irai perdu dans les sentiers du doute, le vide au cœur et la mort devant moi. Lorsque tu vins resplendir sur ma route, je suis à toi. Je suis à toi. C'est vrai que selon les autorités de l'Église de l'époque, l'action de Vincent a été un échec. Et pourtant, devant ce temple qui fut édifié en 1897, et en pensant à cette communauté qui maintenant va fêter son centenaire, on peut penser que cette communauté naissante a été comme ensemencée par Vincent. Car après tout, il était là pour annoncer l'Évangile. Et même si son attitude ou son comportement a dû choquer certains, même si son témoignage n'a pas toujours été reçu comme lui-même l'aurait souhaité, il était là au nom de l'Évangile. Il était là pour annoncer la bonne nouvelle. Il était évangéliste, évangélisateur, comme disaient certains. Pas seulement par des discours, mais par des gestes. Il était là, porteur de l'amour de Dieu, avec les exploités, avec les opprimés, avec les pauvres. À plusieurs reprises déjà, j'ai pris la parole en public, dans un local spacieux spécialement aménagé en vue de réunions religieuses. J'ai parlé également dans des réunions tenues le soir dans des maisons ouvrières. J'ai commenté entre autres la ressemblance entre le grain d'ivraie, le figuier stérile et l'aveugle-né. Vincent ne lâche pas son crayon. Il souligne avec force dans son psautier: c'est au chétif qu'il offre l'Évangile. Le temps est court, âme triste et souffrante. Enfant de Dieu sur la terre exilée, lève les yeux, encore un peu d'attente, et vers ton Dieu tu seras consolé. Si cela était, je préférerais ne pas trop m'attarder en ce monde. Il fait parfois si froid en hiver qu'on se dit « il fait trop froid ». Peu m'importe l'été, le mal l'emporte toujours sur le bien. Mais tôt ou tard, le gel rigoureux prend fin, avec ou sans notre approbation. Et un beau matin, le vent surgit d'une autre direction. C'est le dégel. Décision du synode.
L'essai qui a été fait en acceptant les services d'un jeune homme hollandais, M. Vincent van Gogh, qui se croyait appelé à évangéliser dans le Borinage, n'a pas donné les résultats qu'on en attendait. Van Gogh devra quitter Petit Wam, mais il ne quitte pas ce pays des mineurs qu'il aime tant. Il s'installe dans la même région, à Kuem, et là, il commence à dessiner vraiment. Dans quelques mois, en octobre 80, il s'en ira. Cette fois, ce sera définitif. Il a encore de l'amertume dans le cœur contre ceux qui l'ont fait partir de Petit Wam, contre les messieurs qui donnent les places aux sujets qui pensent comme eux. Mais voici pour Vincent, dans le dessin, bientôt dans la peinture, un autre apostolat, une autre folie, ou la même folie, la même prophétie peut-être. Un oiseau en cage au printemps sait fortement bien qu'il y a quelque chose à quoi il serait bon. Il sent fortement bien qu'il y a quelque chose à faire, mais il ne peut le faire. Qu'est-ce que c'est? Il ne se rappelle pas bien. Et puis, il a des idées vagues. Et il se dit, les autres font leur nid et font leur petit et élèvent la couvée. Puis, il se cogne le crâne contre les barreaux de la cage. Et puis, la cage reste là. Et l'oiseau est fou de douleur. Mais, disent les enfants qui le soignent dans sa cage, il a pourtant tout ce qu'il lui faut. Je suis en cage. Je suis en cage. Et il me manque donc rien, imbécile. J'ai tout ce qu'il me faut, moi. Ah, de grâce, la liberté, être un oiseau comme les autres oiseaux. La cage familiale, Étienne, le presbytère paternel. Vincent ne pourra pas s'y réfugier longtemps, pas plus qu'à Nuenen, plus tard en 1883, Nuenen où son père, le pasteur, avait été nommé au mois d'août de l'année précédente. Entre le séjour à Étienne et le séjour à Nuenen, l'ex-évangéliste Vincent a été soigné à La Haye pour une blénorragie. Il se préoccupe des problèmes de la couleur en vue de la peinture à l'huile. Bien sûr, à Nuenen, sa famille lui a réservé un accueil charitable. Mais le problème pour Vincent n'est peut-être pas tellement de recevoir l'amour, il est aimé, que de ne pas pouvoir donner, partager son amour. Son amour, à la fin, personne n'en veut. Pour que le cœur de Vincent rencontre vraiment un autre cœur, il faudrait que ce cœur soit fou allié lui aussi. Le cœur de Christ, sans doute. Pour sa mère malade, pour la distraire, il dessine la petite église protestante de Nuenen. Mais pour Vincent, tout se passe déjà depuis longtemps, tellement en dehors des églises. Comme dans la mine de Marcasse, partout, dans la nuit des chaumières, des champs, des ateliers, et dans la nuit du corps humain, dans la fatigue, dans la résignation et dans la rage, dans la révolte et dans l'angoisse, dans la douleur sans nom de l'enfantement, de l'amour, de l'agonie, Dieu sans nom, lui aussi, Dieu vivant appelle à corps perdu ses enfants. Dieu crie son amour. Je suis toujours porté à croire que le meilleur moyen pour connaître Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Aimer tel ami, telle personne, telle chose, ce que tu voudras. Tu seras dans le bon chemin pour en savoir plus long après. Voilà ce que je me dis. Mais il faut aimer d'une haute et d'une sérieuse sympathie intime, avec volonté, avec intelligence. Et il faut toujours tâcher d'en savoir plus long, mieux et davantage. Cela mène à Dieu. Cela mène à la foi inébranlable. Je voudrais que ceux qui me veulent du bien comprennent que tous mes faits et gestes me sont inspirés par un amour sincère et par un profond besoin d'amour. Que l'étourderie, l'orgueil, l'indifférence ne sont pas les moteurs de la machine et que ma conduite fournit la preuve que je suis décidé à m'enraciner dans les classes les plus basses. Je ne crois pas qu'il serait bon pour moi de chercher mon salut dans les classes plus élevées,
ou de changer mon caractère. Pour évoquer la présence de Vincent au Borinage, nous avons été aidés par un livre récent de Pierre Secrétan-Rollier, intitulé Van Gogh chez les Gueules Noires et qui est paru aux éditions L'Âge d'Homme à Lausanne. Je n'aime pas beaucoup ce titre car pour moi le mot gueule a toujours une valeur dépréciative, même si maintenant il est communément admis pour désigner les mineurs. L'étude de Pierre Secrétan-Rollier, qui a séjourné à Petit Wam de 1922 à 1926, qui a été notre pasteur, est une étude attentive, minutieuse, chaleureuse. Elle apporte bien des informations sur une période mal connue de la vie de Vincent. Même dans le Midi, Van Gogh gardera dans son cœur le pays lointain où tout a commencé. Si vous allez jamais au Petit Wam, voulez-vous dire aux amis de ma part que je n'ai jamais oublié le Borinage et que j'aurai toujours encore envie de le revoir. J'aime tellement ce triste pays du Borinage. Si je viens à Paris l'an prochain, je suis à peu près décidé de pousser jusqu'à Mons et peut-être jusqu'à mon pays pour y prendre des endroits connus d'avance. Ainsi, dans le Borinage, Marcasse ou Saint-Antoine au Petit Wam. Et puis, la cour de la Grappe, chez vous, à Frameries. C'est en somme dans le Borinage que j'ai pour la première fois commencé à travailler sur nature. Mais naturellement, tout cela, je l'ai depuis longtemps détruit. Fidèle dans son infidélité même, quoique étant changé, étant le même, évangéliste au Borinage et peintre en Arles, un seul Vincent, un cœur unique, un seul regard, un seul désir. Écoutons un autre fou, un autre poète, Antonin Artaud. L'œil de Van Gogh est d'un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi, ce n'est plus le génie d'un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe, par moi jamais rencontré dans la vie. Ce regard a déshabillé l'âme, a délivré le corps de l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme, hors des subterfuges de l'esprit. Encore Antonin Artaud. Il avait raison, Van Gogh. On peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 1000 grands génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui a interdit. Artaud. Van Gogh voulait enfin rejoindre cet infini pour lequel, dit-il, on s'embarque comme dans un train pour une étoile. Auvers, dernière étape de Vincent. Mais sommes-nous si loin de Petit Wam? À travers la vie errante du peintre évangéliste, une extraordinaire continuité. Obstiné, acharné, perdu et toujours retrouvé, fidèle dans l'infidélité même. Regardez la mairie d'Auvers. Un critique a pu remarquer que cette mairie d'Auvers-sur-Oise ressemble à celle de Zundert. La mairie de Zundert se trouvait en face de la maison natale de Vincent. Lorsque pour la première fois il ouvrit les yeux, il la vit. La deuxième, à Auvers, se trouve en face de sa mansarde, chez Ravoux.
Il la vit lorsque pour toujours il ferma les yeux. Bien loin du borinage et du limpide évangile pour les pauvres mineurs, après les amours contrariés, l'oreille coupée, l'asile d'aliénés et la furie de peindre, le dimanche 27 juillet 1890, le peintre Vincent Van Gogh, âgé de 37 ans, se tire un coup de revolver dans le ventre. Il meurt dans la nuit du 29, après avoir passé toute la journée assis sur son lit à fumer la pipe. L'Évangile contient la promesse de la résurrection. C'est une espérance qui me fait regarder vers la vie. Et c'est pourquoi je ne fréquente pas les cimetières. Je comprends et je respecte ceux qui aiment aller, comme on dit, sur la tombe de leurs disparus. Mais pour moi, ceux qui nous ont quittés sont entrés dans le mystère de Dieu. Et pourtant, me voici pour la deuxième fois dans le petit cimetière d'Auvers-sur-Oise, où repose Vincent aux côtés de son frère Théo. Pour moi, ce n'est pas un pèlerinage, et je n'apporte pas à cette visite une intention particulière de dévotion. Mais ici, j'aimerais dire, avec des mots tout simples, ma reconnaissance. Voici plus de 50 ans que Vincent est pour moi comme un compagnon. Un compagnon que j'ai appris à connaître, à mieux connaître. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'art et je n'aurai pas la sotte prétention d'apporter une interprétation originale à son œuvre considérable. Non, simplement, j'ai toujours aimé sa peinture, ses toiles, ses dessins, ses lettres. On a souvent insisté sur le caractère étrange de sa vie, sur tout ce qui fut passionné, tragique, hors du commun. Il a traversé sa brève existence, quelques années seulement, quelques années de sa peinture, il a traversé cette brève existence sans être compris. Pour moi, il a été un porteur d'évangile. Et si l'Église a cru bon de le congédier au bout de quelques mois, si elle l'a trouvé inapte à son service, il se trouve qu'elle l'a conduit, sans le savoir peut-être, vers une autre forme du service. Et ce qu'il n'avait pas réussi à être pour quelques dizaines de mineurs au Borinage, il l'a été pour des myriades d'hommes. Il est resté un vivant.
Il y a 109 ans, Vincent van Gogh, alors petit évangéliste, descendait à la gare de pâturage, en plein cœur du Borinage, pour y vivre ce qu'il croyait être sa véritable vocation. Le montage que vous allez découvrir dans quelques instants vous expliquera ce que fut sa vie et son œuvre au milieu des gueules noires, et enfin son véritable calvaire à la recherche de son identité profonde. Le montage et les commentaires sont de Jacques Berthiaud. Nous allons voir qu'en débarquant au Borinage en 1878, Van Gogh descend véritablement en enfer où il va accomplir son ministère avec passion. Jean Denis, chez qui il habitait, écrit dans une lettre « C'était par un beau jour de printemps quand je vis arriver notre jeune ami Vincent van Gogh richement vêtu. Nos yeux ne cessèrent de le contempler. Le lendemain, il rendit des visites avec le pasteur, M. Bonte. Aussitôt rangé à la classe ouvrière, notre ami tomba dans la plus grande humiliation, où il ne tarda pas à se dépourvoir de tous ses vêtements. Ainsi, arrivé à ne plus avoir de chemise, plus de chaussettes aux pieds, nous l'avons vu se fabriquer des chemises d'emballage. Moi, j'étais trop jeune alors. Ma tendre mère lui disait « Vincent, pourquoi vous dépouillez-vous ainsi de vos vêtements, et vous êtes d'une aussi noble famille de pasteurs hollandais ?» Il répondait « Je suis l'ami des pauvres, comme l'était le Seigneur Jésus. » Elle répondait « Vous n'êtes plus dans des conditions normales. » Cette lettre est extraite du livre de Pierre Secrétan, Van Gogh chez les Gueules Noires. Le décor social, une fois planté, nous découvrirons ensuite ce protestantisme borin dans lequel vécut Van Gogh et comment il envisageait, pour sa part, son ministère de pasteur. Le pasteur Bonte, qui l'a bien connu, écrit « En présence des misères que Vincent rencontrait dans ses visites, sa pitié l'avait poussé à donner son argent et il n'avait rien conservé pour lui-même. Ses sentiments religieux étaient très vifs et il voulait obéir de la façon la plus absolue à les paroles de Jésus-Christ. Il se sentait tenu d'imiter les premiers chrétiens, de sacrifier tout ce dont il pouvait se passer, et il voulait être plus dépouillé que la plupart des mineurs à qui il prêchait l'Évangile. Et s'il n'avait pas le souci du bien-être pour lui-même, son cœur était éveillé en face des besoins des autres. Il allait préférablement vers les plus malheureux, les blessés, les malades. Il restait longtemps auprès d'eux. Il était prêt à tous les sacrifices pour les soulager. Sa sensibilité profonde s'étendait du reste plus loin que l'humanité. Vincent van Gogh respectait la vie des animaux, même les plus inférieurs. Une vilaine chenille ne lui inspirait pas de mépris. C'était une créature animée, il fallait la conserver. Dans la famille qu'il avait comme hôte, on m'a raconté que s'il voyait au jardin une chenille à terre, il la ramassait délicatement et allait la poser sur un arbre. À côté de ce trait de caractère, qu'on jugera peut-être insignifiant ou même stupide, je garde l'impression que Vincent van Gogh a été hanté par un bel idéal, oubli de soi-même et dévouement pour tous les autres êtres. C'était bien une idée directrice qu'il acceptait de tout cœur. Je vous invite donc maintenant à suivre l'évangéliste Vincent van Gogh dans son aventure boraine. Dès son arrivée, dans une lettre adressée à son frère Théo, il décrit le Borinage. Le pays est très caractéristique et pittoresque par ici. Tout y parle, pour ainsi dire, et tout y est plein de caractère. Ces jours-ci, les jours sombres précédant Noël, il y avait de la neige. Tout rappelait les tableaux médiévaux, entre autres ceux de Bruegel, le paysan, et tant d'autres qui ont réussi à exprimer d'une façon si frappante l'effet singulier du rouge et du vert, du noir et du blanc. Il y a ici des chemins creux couverts de ronces et de vieux arbres tordus, qui ressemblent tout à fait à ce chemin d'une eau forte de Dürer, le chevalier et la mort. Ces jours-ci, par exemple, c'était curieux de voir au soir, entre chien et loup, sur la neige,
les ouvriers qui rentraient chez eux. Ces gens sont tous noirs quand ils sortent des sombres mines dans la lumière du jour. Ils ont l'aspect de ramoneurs. Leurs habitations sont généralement petites, méritant plutôt le nom de chaumières, dispersées également le long de ces chemins creux, ainsi que dans les bois et sur le versant des collines. Partout aux alentours, on voit de grandes cheminées et d'immenses masses de charbon à l'entrée des mines, les charbonnages comme on les appelle. Pour l'étranger, les villages ici sont de véritables labyrinthes avec leurs innombrables rues et impasses étroites, avec leurs maisons ouvrières. En janvier 1879, le comité d'évangélisation engage Vincent van Gogh comme évangéliste pour une durée de 6 mois et l'envoie seconder le pasteur Bonte à Petit Wam. Il prend pension chez le boulanger Jean-Baptiste Denis, qui nous relate son arrivée. C'était un beau jour de printemps quand je vis arriver notre jeune ami Vincent van Gogh, richement vêtu. Nos yeux ne cessèrent de le contempler. Mais Vincent, brûlé du désir ardent de sacrifice, abandonne vite cette richesse et devient le pauvre d'entre les pauvres. Une épidémie de fièvre typhoïde, appelée ici la sotte fièvre, ravage les misérables corons du Borinage, et Vincent se dépense sans compter. Le pasteur Bonte nous dit de lui, en présence des misères qu'il rencontrait dans ses visites, sa pitié l'avait poussé à donner presque tous ses vêtements. Son argent avait passé aussi chez les pauvres, et il n'avait pour ainsi dire rien conservé pour lui-même. Ses sentiments religieux sont très vifs, et il veut obéir de la façon la plus absolue aux paroles du Christ. Souvent, il répète « Je suis l'ami du pauvre » comme l'était le Seigneur Jésus. Vincent tient régulièrement des réunions d'évangélisation dans une ancienne salle de bal appelée du curieux nom de « Salon du bébé » où, comme on disait en patois borin, il timpe, c'est-à-dire le temple. C'est dans ces murs que Vincent essaie de transmettre laborieusement le message évangélique devant un maigre auditoire d'ouvriers illettrés. Mais si ses talents oratoires sont limités, ce que l'autorité cléricale ne manquera pas de lui reprocher, son action est nourrie par la lecture assidue et passionnée de son évangile. Et malgré le peu de succès visible remporté d'un point de vue ecclésiastique, Vincent van Gogh est considéré comme le premier pasteur de l'église protestante de Petit Wam, dont le temple actuel a été inauguré en 1887. En avril 1879, Vincent écrit à son frère Théo « Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une excursion fort intéressante. J'ai notamment passé 6 heures dans une mine. Et encore, dans une des mines les plus vieilles et les plus dangereuses des alentours, nommée Marcasse. Cette mine a une très mauvaise réputation, par suite des nombreux accidents qui s'y produisent, soit à la descente, soit à la remontée, soit à cause de l'air étouffant, ou des explosions de grisou, ou l'eau souterraine, ou l'effondrement d'anciennes galeries. C'est un endroit sombre, et à première vue, tout dans son voisinage a un aspect morne et funèbre. Les ouvriers là-bas sont généralement des gens émaciés et pâles de fièvre. Ils ont l'aspect fatigué et usé, hâlés et vieux avant l'âge. Les femmes en général sont blêmes et fanées. J'avais un bon guide, un homme qui a travaillé là-bas pendant 33 ans, un homme aimable et plein de patience, qui tâchait de m'expliquer, de me faire comprendre tout à fond. La descente dans une mine est une chose terrible. Dans une espèce de panier ou de seau, on descend dans un puits,
mais alors dans un puits de 500 à 700 mètres de profondeur. Nombre d'ouvriers travaillent dans les maintenages, d'autres chargent les charbons dans de petits wagons, transportés sur rail comme ceux d'un tramway. Ce sont surtout les enfants qui s'occupent de cela, les filles aussi bien que les garçons. Les gens ici sont illettrés et très ignorants. La plupart ne savent pas lire. Pourtant, ils sont intelligents et adroits à leur besogne. Ils sont courageux et libres, de petite taille mais de large carrure, avec des yeux sombres et enfoncés. Leur constitution est très nerveuse. Ils ont la haine incrustée et enracinée. Et ils se méfient de quiconque veuille les assujettir. La condition des femmes et des enfants n'est pas meilleure, puisque sur 20 000 travailleurs des mines, on compte 4 500 filles et garçons en dessous de 14 ans. 3 500 filles et garçons de 14 à 16 ans et 3 000 jeunes filles au-dessus de 16 ans, ce qui donne un pourcentage de 55% de femmes et d'enfants. La situation financière des ouvriers s'est, depuis 3 ans, sérieusement détériorée, puisque le salaire journalier est passé de 3,45 francs en 1875 à 2,52 francs en 1878, et ceci pour 12 à 13 heures de travail. Mais par contre, sur 100 francs de charbon extrait, le dividende net versé aux actionnaires s'élève à 39 francs 10. C'est dans ce climat de tension sociale qu'éclate, le matin du 17 avril 1879, l'épouvantable catastrophe du charbonnage de la Grappe à Frameries. Une immense colonne de flammes, visible à 10 km à la ronde, s'élève du puits d'extraction. La mine brûle. La déflagration est terrible, projetant 420 tonnes de charbon, 100 000 mètres cubes de grisou remontent à la surface et s'enflamment à l'air libre. Vers 10 heures du matin, une autre explosion projette, à plus de 30 mètres de hauteur, les vêtements d'ouvriers bloqués au fond. 87 mineurs sont sauvés. Le nombre total des victimes s'élève à 121. De partout, femmes, enfants, parents et parmi eux Vincent Van Gogh ont quitté les corons et se pressent devant la mine dans l'attente des nouvelles. Pour contenir la masse, la gendarmerie a reçu l'ordre de fermer les grilles. Mais la foule gronde et l'émeute est proche. Mais déjà, les civières passent, chargées de blessés et de morts. Des ouvriers atrocement brûlés sont transportés en toute hâte vers des infirmeries improvisées, et les médecins débordés soignent ceux qui ont encore quelques chances de survivre. Vincent, lui aussi, participe au sauvetage de ces malheureux. Il se donne à fond pour alléger la souffrance des blessés, réconforter les brûlés, aider les mourants. Cette catastrophe relevant de l'incurie et de la négligence patronale déclenche une grève féroce chez les ouvriers. Et malgré ces tentatives de rapprochement, Vincent Van Gogh est rapidement dépassé par les rancunes amassées suite aux trop nombreuses tueries qui endeuillent régulièrement le Borinage. Il faudra attendre la venue d'hommes comme l'avocat Defuisseau pour que la tyrannie du grand capital commence à chanceler. Dans sa lettre de juin 1879, Vincent raconte à son frère Théo: « Il y a quelques jours, nous avons eu un formidable orage vers 20 heures du soir. Il y a un endroit tout près d'ici d'où l'on a une vue panoramique sur une grande partie du Borinage. Et cet orage, dans l'obscurité épaisse de la nuit, occasionnait un singulier effet à la lumière des éclairs qui, par intervalles, rendaient tout bien visible. Le spectacle de la nature déchaînée a dû impressionner fortement Vincent, car plus avant, dans sa lettre, il définit sa conception de l'art, prémisse de la naissance de son génie. L'art, c'est l'homme ajouté à la nature, la réalité, la vérité.
mais avec une signification, avec une conception, avec un caractère que l'artiste fait ressortir. Le travail accompli par Vincent, relevant plus de l'apostolat social que de l'évangélisation classique, il n'est pas surprenant que le comité d'évangélisation, dont fait partie le pasteur Perron de Dour, rédige le rapport suivant. L'essai qui a été fait en acceptant les services d'un jeune homme hollandais, M. Vincent van Gogh, n'a pas donné les résultats qu'on en attendait. Licencié de sa fonction, Vincent se rend à pied à Malines, chez le pasteur Pietersen, qu'il a connu à Laeken et qu'il accueille avec amour et chaleur. Il lui donne une recommandation pour le pasteur Franck de Quem, afin que Vincent puisse poursuivre son activité de prédicateur adjoint. Voilà donc Vincent à nouveau sur les routes du Borinage, sans argent ni mandat officiel, et de plus, le renom de posséder un caractère bizarre. Car Quem n'ignore pas ce qui s'est passé à Wam. Le village qu'il découvre tout d'abord est bien différent des sordides corons de Wam, de coquettes maisons de ferme perdues au milieu des prés voisines avec les champs moissonnés. Mais subitement, derrière une ligne de peupliers, Vincent découvre les sinistres corons plantés au milieu des marécages, car Quem est entouré par un réseau de charbonnage, dont le numéro 19, en activité depuis 1835. Après un court séjour chez le pasteur Franck, Vincent prend pension chez le mineur Charles Decruc, au 53 de la rue du Pavillon. C'est une grosse bâtisse spacieuse, dont une pièce est réservée à la célébration du culte de la jeune paroisse, d'où son nom de maison-temple. Le 17 octobre 1897, cette maison sera remplacée par le temple actuel de la rue du Cerisier. Vincent occupe dans cette maison une minuscule pièce de 3 mètres sur 3. Un lit, une chaise bancale et une table rugueuse pour tout mobilier. C'est dans ce pauvre asile que Van Gogh connaîtra la déchéance physique et morale avant de se métamorphoser en conquérant du soleil. Comme à Wam, Vincent se lance à corps perdu dans son nouveau sacerdoce. Pendant des mois, presque seul, il s'épuise dans l'assistance aux agonisants asphyxiés par la silicose, au soutien des enfants fauchés par la tuberculose et partage en tout la vie des indigents, devenu lui-même le dernier des démunis. Cette consécration totale à l'Évangile amène des critiques de plus en plus vives parmi les bien-pensants de l'Église. Et si la visite de son frère Théo lui procure un immense plaisir, elle est surtout destinée à le ramener dans le droit chemin. À nouveau, le divorce avec les autorités religieuses est consommé et Vincent s'enferme alors dans la solitude. Il erre dans les campagnes et sur les terris. Son expression tendue brûle d'un regard de flamme. Au fond de la détresse, il crie vers son frère Théo. « Mon tourment n'est autre que ceci. À quoi pourrais-je être bon? Ne pourrais-je pas servir et être utile en quelque sorte? Comment pourrais-je en savoir plus long et approfondir tel et tel sujet? On se sent prisonnier dans la gêne, exclu de participer à telle œuvre, et puis on dit « Jusque à quand, mon Dieu ?» Au cours de l'hiver, Vincent se rend à Courrières, dans le nord de la France, pour rencontrer le peintre Jules Breton, qu'il admire, et pour trouver un quelconque travail. Mais sur la place, il est à nouveau déçu par la vue de l'atelier du peintre et devant l'aspect inhospitalier et glaçant du bâtiment, il n'ose pas entrer. Plus vagabond que voyageur, il revient au Borinage, et c'est sur ce chemin de Damas que l'aube pointe enfin pour lui. Eh bien, et pourtant, ça a été dans cette forte misère que j'ai senti mon énergie revenir, et je me suis dit, quoi qu'il en soit,
je remonterai encore, je reprendrai mon crayon que j'ai délaissé dans mon grand découragement et je me remettrai au dessin. Et dès lors, à ce qui me semble, tout a changé pour moi. Ainsi, le pasteur est mort, l'artiste est né. Cette œuvre d'août 1880, intitulée « En route vers la fosse », peut être considérée comme l'ébauche de l'œuvre suivante, à propos de laquelle Vincent écrit à son frère. J'ai griffonné un dessin qui représente des charbonniers scloneurs et scloneuses allant à la fosse le matin dans la neige, sur un sentier le long d'une haie d'épines, des ombres qui passent vaguement discernables dans le crépuscule. Au fond, s'estompent contre le ciel les grandes constructions du charbonnage et du terri. Ce dessin a été réalisé non loin du charbonnage numéro 17, appelé à l'époque le Central. Les scloneuses. Derrière les femmes courbées sous le poids des sacs de charbon, on voit une passerelle à l'arrière-plan qui domine le village de Quem et qui se retrouve sur cette photo du charbonnage du Levant. Les charbonnières nous décrit la misère de ces femmes obligées pour gagner quelque argent d'aller vendre du charbon à la ville voisine. Ces femmes s'apparentent aisément avec cette œuvre de Cécile Douard nous représentant des ouvrières en route vers la ville de Mons, dont on reconnaît au loin le beffroi. La grande mutation de sa vie maintenant accomplie, Vincent quitte le Borinage en octobre 1880. Il en écrira quelques années plus tard à son ami Eugène Bloch « J'aime tellement ce triste pays du Borinage qui toujours me sera inoubliable. » Le Borinage, lui, garde la mémoire de celui qui, perdant sa vie dans la grande misère des corons, a gagné la gloire de l'immortalité.